Salut! Pour la première fois, on va devoir utiliser cette première association de mots sur la chaîne. Et c'est pas pour n'importe quel produit, parce que c'est français. Deux gars m'ont contacté pour collaborer avec eux, et que je parle ainsi de leur dernière création, qui n'est rien d'autre qu'un escape game de salon, mais pas que, puisque c'est fortement inspiré de l'univers Alien, intitulé Mission Epsilon. Alors que l'équipage du vaisseau a complètement disparu, vous devrez comprendre ce qu'il s'est passé grâce à la boîte noire qui a été récupérée. J'ai pu y jouer, et franchement, le lore construit autour est super bien ficelé. Tout est très cohérent, et pour une première création dans le genre escape game de salon, c'est réussi. Les énigmes sont bien écrites, on a dû pas mal creuser pour trouver certaines solutions, et si je peux vous donner un conseil sur les derniers mystères, regardez bien. Mais genre, regardez vraiment. Et puis, si vous avez un doute sur l'immersion, ne vous en faites pas, puisque vous serez grandement aidé par quelques vidéos et fichiers audio, qui sont d'ailleurs assez bien joués. Taylor, qu'est-ce que vous faites? Je prépare les dossiers médicaux pour chacun des membres de l'équipage. Vous avez raison. Après la sortie sur MG 1208, il faut nous assurer que tout le monde soit en forme. Justement, tant que vous êtes là, je peux vous examiner. Non, commencez par arracher Elliot à ses réparations, puis occupez-vous du reste de l'équipage. Pour y accéder, le lien du site est disponible dans la description. Le prix de base est à 19,99€, mais avec le code créateur le code promo WikiAliens5, tout en majuscule, vous aurez 5€ de réduction. Et sur chacune des ventes, je touche un petit pourcentage qui me permet également de vous proposer une première solution pour soutenir la chaîne. Et enfin, si leur projet a un petit succès, une suite serait en préparation, et on peut s'attendre qu'au meilleur. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est bonne chance et bonne enquête. Une fois né, le Chestbuster part se cacher le plus rapidement possible. Sa première forme le rend très vulnérable. Il entamera sa mue dans les premières minutes après l'éclosion, et trouvera dans la foulée un endroit où se renfermer dans un cocon qui le protégera jusqu'à sa phase finale de mutation en xénomorphe adulte. Mais même là, il ne reste pas inactif. Les données récoltées à bord de la station Renaissance nous démontrent qu'une fente leur permet de se défendre en laissant passer leur queue tranchante. Les xénomorphes peuvent muter à une vitesse exponentielle, qui peut être justifiée par la présence du pathogène dans leur ADN. Le XX-121, sous le stade commun désigné par le drone, arbore un exosquelette externe, lui donnant énormément de résistance et de force pour supporter son poids, accompagné d'une longue queue lui servant de contrepoids pour améliorer leur agilité et leur vitesse, comme sur Fiorina 161. La partie la plus évidente est son crâne, allongé, avec un grand dôme lisse, ainsi qu'une seconde mâchoire interne. Les dents de chacune des variantes du Plagiarius XX-121 Prohipotens ou Inestores sont constituées d'un métal biologique encore sujet à étude. Une autre caractéristique partiellement comprise sont leurs 4 tubes dorsaux qui pourraient avoir plusieurs fonctions que l'on explorera plus loin dans ce fichier, mais aucune n'a été prouvée. On ne sait pas précisément comment ils voient et se repèrent dans l'environnement, les créatures ne possédant pas d'yeux ou d'orbite apparent. L'écolocalisation pourrait être une piste, mais rien n'exclut qu'une véritable représentation de l'image environnante s'imprime dans leur cerveau. Chaque xénomorphe emprunte une partie de l'ADN de leur hôte, leur permettant d'évoluer et de s'adapter dans les conditions et environnements de ceux-ci. Le seul cas répertorié qui n'arborait pas de tubes dorsaux est le xénomorphe dit runner, légèrement plus petit, profilé, avec une articulation bestiale plus accentuée. Celui-ci emprunte son matériel génétique du chien. Nous ne savons pas exactement pourquoi elle était dénuée de ses excroissances dorsales. Sur Fiorina 161, cette variante semble bien plus rapide, mais surtout plus vicieuse. Elle montrait cependant des signes d'intelligence moins développés que les drones, ou encore des warriors, et a été aisément attirée dans une série successive de pièges rudimentaires. La gestation d'une reine dans les environs a pu déclencher un certain type de caste, différente des autres, lui demandant d'agir différemment pour préparer une future ruche. En plus de l'intelligence particulièrement développée, que nous aborderons également plus tard dans ce fichier, le XX-121 possède un mécanisme de défense remarquable, son sang. Composé d'acide, celui-ci peut percer n'importe quelle matière en quelques secondes, ce qui empêche nos équipes d'utiliser leurs équipements pour les repousser lors d'une infestation qui se développe dans un bâtiment spatial. À quelques reprises, nous avons constaté lors de divers événements précédents que leur pointer une arme à feu peut tout à fait servir d'élément dissuasif. Mais cette approche reste extrêmement risquée, puisqu'ils vont finir par se jeter d'eux-mêmes comme de la chair à canon pour éliminer la menace à leur égard.
L'instinct de préservation envers la ruche leur semble être une priorité absolue, plutôt que la survie d'un seul individu. Les drones semblent communiquer entre eux par le biais de sifflements ou de cris animaliers. Les phéromones sont une des pistes les plus compatibles également. La théorie de la télépathie n'est pas non plus à exclure, avec le déroulement des expériences à bord de l'Auriga. Mais comme dit dans le dossier sur le clonage de la reine, les clones avaient des comportements psychopathes, donc cette dernière est à prendre à la légère. Plusieurs castes de xénomorphes existaient au sein de la ruche. Le drone agirait comme une sorte d'éclaireur et chercherait activement à préparer la ruche et trouver de potentiels hôtes. Sur LV-426, l'autre caste découverte a été renommée par la désignation du Warrior. Ils agissaient en groupe et étaient surtout guidés par la reine. Leur principale fonction était d'éliminer toute menace directe envers la ruche. Le problème est qu'en réalité, que ce soit drone, Warrior ou Runner, ceux-ci agissaient tous de la même manière, mais différemment selon l'environnement, la provenance de leur hôte ou le nombre. Il est difficile de dire si ce sont réellement des castes différentes. Un des faits sur lequel nous nous mettons le plus d'accord est que le Warrior serait simplement un drone plus âgé. Explication. La partie lisse du dôme, qui n'est plus sur cette variante, serait due à l'âge. Le dôme servirait de protection aux jeunes xénomorphes. Avec le temps, il finirait par couler pour laisser apparaître l'exosquelette du crâne plus résistant. Il possède également une queue barbelée, et surtout plus musclée. Si la ruche et la reine sont en danger, un individu peut de lui-même faire face au danger pour protéger son espèce, même s'il n'a aucune chance de survie. Il est aussi possible qu'un membre puisse se transformer en organisme pondeur en l'absence d'une reine, ou pour remplacer la précédente. Le fonctionnement d'une ruche n'est au final pas si différent des fourmilières que l'on peut trouver sur Terre. Un individu pourra aussi muter en une caste nommée le Prétorien, qui, dès que l'occasion se présente, prendra la place de la reine. Les drones et la reine peuvent sécréter une substance similaire à la soie d'une toile d'araignée qui solidifie en séchant. Nos théories supputent que cette substance pourrait agir comme le blob, mais on ne sait pas encore par quels moyens les membres de la ruche la produisent. Peut-être simplement par ce qui s'apparente à leur bave, qui semble couler en continu, ou par le biais des 4 tubes que l'espèce dispose sur leur dos, à moins que ça ne leur serve d'organe permettant de respirer dans divers environnements, ou alors les deux en même temps. Une paire servirait à sécréter l'enzyme et l'autre à filtrer l'air. En tout cas, une fois solidifiée, les données de l'Auriga ou encore d'Adley's Hope nous confirment que la résine garde une certaine élasticité et résistance à l'attraction. Cette résine sert en premier lieu à coincer les futurs hôtes donnés en pâture aux ovomorphes prêts à éclore. On peut rajouter qu'avec les événements et données récupérées d'LV-895, que celle-ci résiste également à l'acide du xénomorphe, ce qui pourrait être une piste dans la production d'équipements militaires pour les combattre. La ruche leur sert de lieu de reproduction, d'hibernation et même de chasse. Ils peuvent remodeler le terrain à leur guise, créant ainsi divers tunnels en plus, leur permettant de mieux défendre et de surprendre une proie ou une potentielle menace s'approchant. Le XX-121 peut aussi réguler sa température pour se dissimuler dans la résine ou d'autres environnements. Dans le pire des cas où un individu se retrouve seul, dans un environnement isolé, il peut enclencher une séquence que l'on nomme eggmorphing. S'il est entouré d'hôtes adéquates, le xénomorphe amènera avec lui une proie qui glissera dans son nid, qu'il aura préparé en amont, et produira une résine spécifique qui fera muter l'individu en ovomorphe, qui donnera par la suite vie à un facehugger. Le seul cas observé a été enregistré dans le Nostromo en 2122 avant que le processus ne vienne à bout. Dans tous les cas, la résine intéresse les scientifiques de chaque coin de l'espace connu pour leurs propriétés extraordinaires régénératrices qui pourraient faire un bond en avant dans le domaine médical et même dans la longévité de la vie. Au-delà de posséder un organisme parfaitement constitué pour chaque environnement hostile, l'intelligence redoutable du XX-121 est sans aucun doute leur arme la plus dévastatrice. En 2122, le xénomorphe a su utiliser à son avantage l'environnement dans lequel il a été contraint d'y naître et d'y grandir, le Nostromo, et a rapidement été adapté aux conduits d'aération, ce qui est finalement devenu une norme dans les modes de déplacement à l'intérieur de nos stations spatiales, ou même dans nos colonies, comme l'incident d'Adley's Hope. On sait que le xénomorphe peut se diriger sans aucun problème dans l'obscurité. Ils ont donc utilisé cette capacité à leur avantage en coupant le courant autour des baraquements des Marines coloniaux, et passé par le faux plafond pour contourner les barricades et les atteindre. Un xénomorphe cherchera sans relâche le moyen de chasser son ennemi pour protéger ou étendre la ruche. Tout ça en étant extrêmement discret. Le Plagiarius sait comprendre son environnement et l'utiliser. Au cours des expériences à bord de l'Auriga, les clones ont observé les scientifiques qu'ils étudiaient et ont compris comment retourner leur propre technologie contre eux. Pourtant, ce n'était pas nécessaire. Un instinct de vengeance a pris le dessus, et même de sadisme volontaire, un cas encore jamais rencontré auparavant. Mais ce sujet d'étude peut être justifié par la présence du mélange de l'ADN humain-xénomorphe dans leur génome. Ils ont aussi eu l'idée de sacrifier l'un des leurs pour s'échapper. Là également, ces sujets montraient des signes de psychomanie, provenant certainement du mélange d'ADN. Plus tard, pendant ces mêmes événements, les clones ont dirigé le groupe de survivants vers un piège rempli d'ovomorphes.
Nous avons déjà eu affaire à l'intelligence redoutable des XX-121, mais les spécimens de l'Auriga ont été particulièrement fourbes et futés par rapport aux autres rencontres. Mais ces cas ne sont pas à prendre à la légère. Ils démontrent tout de même une grande capacité d'observation, de compréhension et d'adaptation de l'espèce. L'altération génétique a peut-être simplement amélioré leur capacité cognitive et vitesse de réflexion. Les xénomorphes possèdent une mémoire génétique de génération en génération. L'expérience qu'a vécue le lieutenant Ripley au cours de ses divers affrontements avec la créature aurait pu être transmise dans cette nouvelle ruche clonée. Lorsque Ripley a activé le processus d'autodestruction du Nostromo, le xénomorphe l'a suivi dans le Narcissus pour s'y cacher. On ne sait quel procédé d'instinct de survie lui a fait comprendre qu'un danger imminent était proche et qu'une solution comme la navette de secours était envisageable. Mais on pense qu'il a dû observer attentivement la survivante. Une fois dans la navette, une autre preuve d'intelligence de la compréhension de son environnement, ainsi que la conscience de son être, nous est démontrée. Il s'est dissimulé dans la machinerie de l'engin en se servant de son dôme pour se camoufler dans les tuyaux. Ce qui même là démontre que sans équipement et entraînement approprié, une ruche peut se développer dans un environnement sans que personne ne puisse s'en rendre compte. L'intelligence du runner sur Fiorina a pu être biaisée par la présence de la gestation de la reine dans le corps du lieutenant Ripley, ce qui a pu changer ses priorités dans le but d'éliminer tous les dangers autour d'elle, et ne pouvant au final pas l'approcher pour ne pas risquer de mettre la future ruche en péril. Mais aussi par le fait que son hôte était un chien, ce qui en résulte une manipulation de la créature plus aisée en la dirigeant dans une série de pièges. Mais même là, il a tout de même su se déplacer et chasser sans laisser aucun moyen de prévoir ses attaques. Il est évident qu'un xénomorphe, à n'importe quel stade de son développement, doit être maintenu dans des environnements extrêmement élaborés. L'intelligence du xénomorphe est basée sur la compréhension de l'environnement et sur comment il peut l'utiliser. Les xénomorphes sont très résistants et sont capables de résister à des environnements très divers. Bien que la créature puisse se mouvoir dans n'importe quel type de paysage, il existe quelques endroits où l'organisme ne peut pas se développer correctement. L'eau. Il est évident que le XX-121 peut se déplacer très aisément dans des conditions aquatiques et est tout aussi dangereux dans cet environnement que sur Terre. C'est là que l'on pense que leurs tubes dorsaux leur serviraient de filtre pour respirer comme nous le prouvent les expériences de l'Auriga. Mais ceux-ci avaient en plus des prédispositions pour s'y déplacer avec une queue similaire à celle des crocodiles à l'extrémité. Nous ne disposons d'aucune information sur cet élément pour comprendre cette coïncidence pour le moins fortuite. En tout cas, même à Hadley's Hope, les xénomorphes s'en servaient pour s'y déplacer et surprendre leur proie. Il est au final assez rare qu'une confrontation se produise dans cet environnement, et aucune ruche ne s'y est développée. Même s'il s'y déplace comme un poisson dans l'eau, et qu'un facehugger peut tout à fait s'en servir à son avantage, les membres de la ruche ne semblent pas vouloir s'y installer, à moins que leur seul hôte potentiel disponible se trouve là-dessous. Mais aucun cas n'a été recensé. Le feu. Bien qu'il n'aille pas y vivre naturellement, aujourd'hui, nous avons constaté que le feu est un moyen sûr de le repousser. Mais les diverses rencontres nous démontrent qu'il peut résister à la propulsion d'un réacteur de vaisseau spatial sans lui laisser aucune trace. Pourtant, à chaque fois, cet élément reste le moyen le plus sûr pour le faire fuir. La chaleur ne semble absolument pas les blesser, mais on sait que le xénomorphe ressent les diverses températures et peut donc être contrôlé et maîtrisé via ceci. L'espace. Certains rapports indiquent qu'il peut survivre dans le vide interstellaire. On ne sait pas exactement combien de temps, mais le privé d'air n'a au final presque aucun effet sur celui-ci. Le xénomorphe du Nostromo, ou encore la ruche à Sébastopol et même le Plagiarius Linestorès à bord du Covenant, n'ont eu aucun problème lors de leur sortie spatiale. Ils gardaient entièrement leur capacité de déplacement et semblaient même plus agiles dû à l'absence de gravité. Nous n'avons cependant pas assez de données pour savoir si leur survie dans cette condition est temporaire ou plus importante. La mission Romulus de la station Renaissance a récupéré la créature du Nostromo enfermée dans sa chrysalide, la protégeant des effets du temps. Du moins, les scientifiques comme l'androïde Rook ont d'abord cru que celle-ci était bien morte, mais malheureusement pour eux, ce n'était pas le cas. Après avoir été éjectée du Narcissus, elle a entamé un processus de mutation et d'hibernation. La chose incroyable avec tout ça est qu'elle n'avait aucun moyen de savoir si elle allait un jour pouvoir revivre à nouveau. Le Plagiarius du Nostromo a résisté sans aucun problème pendant 20 ans dans l'espace. Il a été réanimé de lui-même dans Renaissance et a fini sa course fusillé violemment dans les laboratoires. Même avec son expérience précédente, il n'a jamais eu connaissance d'armes à feu, ou plutôt d'armes tirant des projectiles, donc n'a probablement pas fait la différence entre un lance-flamme et un fusil à impulsion. On peut aussi penser que la reine qui s'est infiltrée à bord du Sulaco, et qui a ensuite été éjectée elle aussi dans l'espace, pourrait peut-être se trouver quelque part en orbite d'LV-426 dans sa chrysalide. Aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps un xénomorphe peut vivre naturellement. Beaucoup trop de données se croisent, mais il est sûr que peu importe l'environnement et le type d'hôte, la menace ne doit pas être prise à la légère, même avec une équipe parfaitement préparée.
Le XX-121 n'est pas un organisme immortel. Une salve de balles bien placée et il est effacé. Mais énormément de paramètres sont à prendre en compte avant de décider quelle action entreprendre. La moindre erreur peut avoir des conséquences fatales à l'avenir. Avec l'ordre 940, que vous trouverez dans la playlist où se trouve ce même fichier, vous disposez maintenant de toutes les données nécessaires pour comprendre le Plagiarius Praepotens et l'Inistores, et ainsi le combattre, ou au mieux, fuir.